On va passer à Yann Verling, j'espère ne pas écorcher le nom. Représentant de Valérie Pécresse, conseiller régional d'Île-de-France, conseiller auprès de la candidate en charge de l'urgence écologique. Bonjour Yann Verling, je prononce bien le nom ? Vous avez dit Verling, c'est ça ? Verling. Ouais, c'est ça, c'est parfait. Verling, c'est très rare qu'on le prononce bien. Eh ben, Vous avez dû faire de l'allemand à l'école. J'ai de la famille dans l'est de la France, du coup j'ai la tonalité. Du coup, on va faire exactement la même chose. Maintenant, vous commencez à être habitués, vous êtes beaucoup dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, on les reprend pour le temps additionnel. Donc, soyez là. Si jamais, au fil de l'eau, on reprendra les questions par rapport à ce qui a été dit par Yann Verling. On va lancer le premier jingle, les 3 points importants des énergies renouvelables de Valérie Pécresse, représenté par Yann Verling. C'est parti. Je vous laisse du coup la parole. Alors, bonjour à toutes et tous et merci de m'avoir invité ce matin. Les 3 points de Valérie Pécresse, si vous voulez bien, je vais les globaliser quand même sur l'enjeu global énergétique, pas seulement sur les énergies renouvelables. Parce que l'enjeu pour Valérie Pécresse, c'est la décarbonation de la France à 2050. C'est un objectif général, mais qui aujourd'hui n'a pas de chemin, en réalité, tel qu'il est aujourd'hui énoncé par le président de la République, n'a pas de chemin. Donc Valérie Pécresse veut avancer sur 3 pieds, donc ça me permet de répondre à vos 3 points. Le premier pied, et ça c'est l'urgence par rapport notamment à la crise énergétique qu'on vit, c'est un plan d'économie d'énergie. Ça c'est un petit peu le truc qu'on peut faire dès demain et qu'on peut lancer dès demain et qui peut avoir des effets dès demain. L'ambition, elle s'est mis pour le moment un objectif à moins 25% de consommation d'énergie pour réussir à atteindre cet objectif. Deuxième objectif, c'est évidemment l'électrification des usages. Nous avons une dépendance encore trop forte aux énergies fossiles. Si nous voulons demain en dépendre moins, décarboner précisément, il faut donc électrifier les usages, passer plus à l'électrique sur tous les usages, sur les mobilités principalement, sur le logement également. Et de ce point de vue-là, l'électrification des usages va faire qu'il va falloir produire plus d'électricité. Et donc produire plus d'électricité, ça par contre, le déploiement de nouvelles infrastructures de production électrique, ça va prendre un peu plus de temps. C'est pour ça que je vous dis que l'urgence, c'est les économies d'énergie. Mais le moyen terme, c'est-à-dire 10-15 ans, c'est le développement de nouvelles énergies, de nouveaux moyens de production. Et les 2 pieds sur lesquels elle veut avancer, c'est d'une part le nucléaire, bien sûr, on ne peut pas s'en passer, et puis d'autre part les énergies renouvelables, bien évidemment. Alors est-ce que ce sera du 50-50 ? On veut être très pragmatique sur cette question-là. Aujourd'hui c'est inscrit, on va dire dans la loi, mais on veut être très pragmatique sur la part. On ne sait pas trop bien sur quoi on va atterrir. L'important c'est de déployer les projets, dès le lendemain de l'élection présidentielle, prendre les décisions qui s'imposent pour déployer à la fois du nucléaire et à la fois du renouvelable. Vous ne vous engagez pas sur un chiffre Non, parce qu'on veut être très pragmatique et très en capacité de s'adapter à la situation. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, on va y venir, je pense, puisque c'est quand même le principal sujet de ce matin. Les énergies renouvelables ont un avenir certain, il faudra continuer de les développer, mais vous voyez un peu partout dans les territoires qu'il y a des objections. Il va falloir gérer ces objections, prendre le temps de le faire et faire en sorte que les populations soient d'accord avec les projets qu'on va déployer. Et quand on regarde le programme de Valérie Pécresse, elle pose quand même des conditions très fortes en fait pour le développement de l'éolien sur terre et en mer. Notamment, elle veut que les projets se fassent uniquement avec l'adhésion des populations. Elle veut supprimer la taxe sur la TVA des énergies. C'est des exemples en fait, mais qui montrent que on dirait qu'elle veut freiner en fait le développement de l'éolien. Pourtant, vous l'avez dit vous-même, le développement de cette énergie est absolument nécessaire pour atteindre la neutralité carbone. Comment vous comptez y parvenir si vous freinez en même temps ces projets ? Alors, il ne s'agit pas de freiner. Il s'agit, parce que vous voyez bien quand vous dites on veut l'accord des populations, c'est que vous dites en réalité ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on le fait sans l'accord des populations. Et quand on le dit comme ça, on se rend compte, mais comment ça ? On fait ça sans l'accord des populations ? C'est pas possible. Donc en réalité, on est dans un schéma où on doit développer ces énergies renouvelables, mais il est hors de question de continuer de le faire sans l'accord des populations, avec les levées de boucliers que ça peut faire. C'est pas exactement fait sans l'accord des populations. C'est pas de la démocratie directe, mais il y a des consultations qui sont faites. Oui, mais enfin, les consultations qui sont faites aujourd'hui n'empêchent pas aujourd'hui les contestations. Et le sujet, pour être tout à fait complet, le sujet, c'est de faire en sorte de renforcer considérablement le retour pour les habitants de ces projets. Aujourd'hui, les retours pour les habitants ne sont pas suffisamment perçus comme tels par les élus locaux, par les habitants. Ils ont l'impression d'avoir des champs d'éolien devant eux, mais qu'ils n'en ont pas le retour et le bénéfice.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai pour d'autres projets énergétiques. D'ailleurs, quand vous avez une centrale nucléaire, vous avez des retours en termes d'emploi, vous avez des retours en termes de taxes. C'est pas tellement vrai pour les énergies renouvelables. Donc, il va falloir travailler cette question du retour pour les populations, de l'intérêt d'avoir des éoliennes face à eux. Pour beaucoup, il n'y a pas d'intérêt. Il y a juste un désagrément paysager. Donc, demain, il faudra que ce soit intéressant pour les gens d'avoir des parcs éoliens face à eux. Vous travaillerez donc sur ça, sur les retours. C'est fondamental, l'acceptabilité. Et je parle de l'éolien. On sait que de plus en plus, il y a aujourd'hui des critiques sur des champs de panneaux photovoltaïques. On sait qu'il y a des critiques aujourd'hui qui vont commencer à émerger de plus en plus sur l'émergence de méthaniseurs. Et il va falloir en développer des méthaniseurs. Donc, il faut vraiment prendre à bras le corps cette question de l'acceptabilité, de faire en sorte que les gens s'y retrouvent dans ces projets nouveaux qui vont se développer autour d'eux. Une question sur le nucléaire, parce que vous avez mentionné que c'était dans le programme de Valérie Pécresse, mais c'est carrément le centre de son programme énergétique. Elle parle d'un plan de relance gaulien en matière énergétique autour du nucléaire, avec la construction de nouveaux EPR. Une question toute simple, les réacteurs EPR, donc les réacteurs de nouvelle génération, si on lance leur construction, ils auront un effet concret sur la production d'électricité en France, pas avant 2035-2040. C'est donc après le prochain mandat. Comment on fait dans les 5 ans qui arrivent pour agir sur l'électricité, pour réduire nos émissions d'électricité, si on sait que ces nouveaux réacteurs, la fatigue qui arrive. Vous avez compris ma question. Un peu toute la matinée. La fatigue. Je suis que le deuxième, je crois. Troisième. Bon. Troisième. Ces nouveaux réacteurs n'auront pas d'effet en fait sur la consommation d'électricité pendant le prochain mandat. Comment vous faites ? C'est ce que je vous ai dit, c'est qu'aujourd'hui, l'urgence pour travailler tout de suite sur les questions énergétiques, au regard de la crise énergétique, au regard des enjeux de dépendance aux énergies fossiles, notamment russes, l'urgence, c'est de déployer un vrai programme d'économie d'énergie. C'est ça sur quoi on peut travailler tout de suite. Par contre, effectivement, la programmation de nouveaux outils de production, mais c'est pas seulement vrai pour le nucléaire, c'est vrai pour les énergies renouvelables. Vous faites pas sortir du jour au lendemain un mât éolien, un champ solaire ou un méthaniseur. Plus rapidement quand même. Peut-être plus rapidement, mais quand même pas tout de suite. Je veux dire, ça prend... peut-être que d'ici la fin de la mandature, on peut déployer effectivement plus des énergies renouvelables que des EPR, évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que si vous ne décidez pas tout de suite de la programmation de centrales nucléaires, elles ne sortiront pas en 2035. Donc c'est vraiment... C'est comme pour beaucoup d'autres choses. Il y a des choses comme ça qu'il faut décider et ça ne se fait pas sur le temps du mandat, ça prend plus de temps, mais c'est de la responsabilité des décideurs politiques de prendre des décisions qui ne sont pas forcément d'application à la fin du mandat. Et surtout, il y a le prolongement des centrales nucléaires existantes. Aujourd'hui, on est revenu là-dessus, sur l'idée qu'il faut les fermer vite, parce qu'on a besoin d'un outil de production électrique qui ne répond pas aujourd'hui. Enfin, la situation aujourd'hui de demande ne permet pas aujourd'hui de se passer du nucléaire existant. À la différence de beaucoup de candidats, vous faites le choix du coup du pragmatisme, comme vous le dites. Vous parlez de construire de 6 nouveaux EPR, de supprimer la TVA sur l'énergie. Vous parlez justement peut-être un peu moins d'énergie marine, de bois, d'éolien ou de méthanisation comme l'a fait Delphine Batho. Mais est-ce que c'est une stratégie de votre part de juste dire on va faire du renouvelable, mais on va se concentrer sur quelque chose de plus pragmatique qui est aujourd'hui le nucléaire pour nous assurer quelque chose sur le court terme, mais ne pas rentrer du coup dans le détail du renouvelable, puisque pour l'instant ça semble un peu vague. Non, c'est pas qu'on rentre pas dans le détail, c'est que aujourd'hui il y a 2 pieds sur lesquels on avance. Alors on n'a peut-être pas tout détaillé, mais il est évident que dans le renouvelable, on se focalise sur les choses un peu médiatiques, l'éolien, un petit peu de plus en plus maintenant le photovoltaïque au sol, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions dans le renouvelable, et ça nous les avons tout à fait intégrées, et notamment on parle souvent que des énergies électriques. Nous on a très clairement intégré l'idée qu'il va falloir aussi développer des énergies renouvelables non électriques, avoir des vrais programmes de développement, du biogaz, du biométhane. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'objection de notre part sur le développement de ces énergies renouvelables. Ne le chiffrez pas pour l'instant sur un programme clair. Ma prédécesseur ne l'a pas non plus tellement fait. Je veux dire, aujourd'hui, la question, c'est toujours l'argent. Bon, très bien, on peut mettre de l'argent sur la table. Nous, on a décidé de mettre 120 milliards d'euros sur la table pour la transition écologique dans son ensemble. C'est une enveloppe globale qui va quand même être considérable pour pouvoir développer un certain nombre d'actions, dont les énergies renouvelables. Donc, moi, je veux bien qu'on parle toujours d'argent, mais la question, c'est quand même à un moment donné qu'il faut des résultats, surtout. Et c'est ça qui, aujourd'hui, nous intéresse le plus. Moi, je suis vice-président de la région Île-de-France en
charge justement de ces questions d'énergie renouvelable, on a très concrètement développé beaucoup plus que nos prédécesseurs les énergies renouvelables de manière très pragmatique en regardant les situations locales à chaque fois. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On va passer du coup. N'hésitez pas, je vois que vous êtes beaucoup dans le chat, à poser vos questions à Anne Verling et on les reprendra dans le temps additionnel. Maintenant, vous avez l'habitude, si vous êtes là depuis le début, si vous venez d'arriver, on est en discussion avec les porte-parole des candidats à la présidentielle pour parler du renouvelable en partenariat avec le CER. Je fais ça avec mes doigts. On va passer du coup au jingle brève de presse. On va tirer une brève au hasard. C'est parti. La brève de presse se situe juste ici. Elle va être prise un peu au hasard. Donc, on va voir sur quelle brève vous allez tomber. Et ensuite, vous allez la commenter juste en 1 ou 2 minutes. C'est parti. Donc, la une de l'Humanité qui date, je ne vois pas d'ici de quand elle date, mais 12 millions de Français peinent à se chauffer. À quoi ça vous fait penser? Est-ce que vous avez une réaction? Ça me fait penser à la nécessité de réfléchir à cette en question de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est une politique qui a été menée depuis des années par tous les gouvernements qui se sont succédés. Moi, j'ai simplement constaté aujourd'hui qu'on met, encore une fois, on met de l'argent. Il ne s'agit pas forcément d'en mettre plus. J'ai lu le récent rapport de la Cour des comptes qui explique que les 2 milliards d'euros qui ont été mis sur la table ont abouti à un changement de classe pour 2500 logements. De classe énergétique, 2500 logements. Donc on a fait une politique de distribution de chèques sur cette question de la rénovation énergétique avec MaPrimeRénov'. On dit qu'on a fait 800 000 rénovations, c'est 800 000 chèques en réalité pour des petites opérations qui n'ont pas d'efficacité. Donc le sujet demain, c'est notamment pour les ménages qui sont en situation de précarité, c'est de mettre le paquet sur la rénovation énergétique des logements, des ménages à plus faible revenu, avec des résultats. Et donc la question fondamentale, c'est pas de mettre plus d'argent, c'est de mettre aussi des moyens sur l'évaluation des rénovations qui ont été faites. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, les rénovations qui ont été faites, on ne regarde pas si elles sont efficaces ou pas. Et c'est fondamental, notamment pour ces ménages aujourd'hui qui ne peuvent plus payer leur facture énergétique, c'est que si on leur fait des rénovations, il faut que derrière, il y ait des résultats, qu'effectivement la facture soit allégée, sinon ça n'a aucun intérêt de le faire. Est-ce que dans votre programme, vous prenez aussi en compte les atouts que peuvent avoir les énergies renouvelables pour faire baisser la facture énergétique, par exemple avec le chauffage bois ? Oui, alors le chauffage bois, c'est très intéressant. De toute façon, toutes les alternatives au gaz, au fioul, au charbon sont bonnes à prendre, bien évidemment. Et l'idéal, c'est effectivement des chauffages, quand même les pompes à chaleur de préférence. Le chauffage bois, c'est un petit sujet quand même. En Ile-de-France, je sais de quoi je parle. Le chauffage bois peut contribuer beaucoup à la pollution de l'air. Donc attention, c'est peut-être une bonne solution dans bien des territoires, notamment les territoires ruraux. Dans les territoires très urbains, il faut faire attention aux effets collatéraux qui ne sont pas de nature énergétique, qui sont sur un autre sujet, un autre volet, qui est la pollution de l'air. Donc je crois qu'il faut faire attention au chauffage individuel au bois. Par contre, les chaufferies collectives bois, notamment les chaufferies communales, ça c'est une très bonne idée. Il faut absolument continuer de le développer. Ok, on va passer aux questions du oui-non. Maintenant, vous avez l'habitude, vous êtes obligé de répondre par oui ou par non, même si pour l'instant, je ne me suis pas fait respecter sur ce jeu. Un manque de charisme. Un manque de charisme latent. Du coup, on va passer au jeu du oui-non, c'est parti. Alors, je vais lire les questions. Vous engagez-vous à soumettre toutes vos politiques publiques avant leur adoption à une évaluation de leur impact sur le climat ? C'est dur comme jeu. C'est dur comme jeu oui. C'est un oui. Coupez-vous les subventions aux entreprises françaises pour financer des projets d'énergie fossile à l'international ? Il faudra y arriver. Donc c'est un oui en demi-teinte. C'est un oui en demi-teinte. C'est un oui teinté de marron. Mettez-vous en place un fonds social pour le climat. Marron, il y a d'autres couleurs quand même. De 5 milliards d'euros par an afin d'aider les gens à changer leur mode de chauffage et de transport comme proposé par le syndicat des énergies renouvelables. Je vous ai dit, on a mis 120 milliards sur la table pour la transition écologique. Ça peut intégrer effectivement un développement de massif des chauffages. Dans ces 120 milliards, on peut trouver un 5 milliards pour un fonds social pour le climat. On pourra. Construisez-vous des nouveaux réacteurs nucléaires ? Oui. Comptez-vous doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2030 ? On ne l'a pas chiffré. Donc, non. Si vous voulez. Soutenez-vous la construction de nouveaux parcs éoliens offshore ? Sous réserve de respecter les enjeux de biodiversité et d'autres enjeux. Je ne sais toujours pas ce jeu. On le fera ensemble à la fin, on se dira juste oui, non. Poursuivez-vous le développement de l'éolien terrestre ? Sous condition également d'acceptation des populations.
Même si on l'a vu, c'est déjà le cas, mais vous voulez juste mettre un peu plus de démocratie directe là-dessus. Exact. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il faut développer le gaz vert pour remplacer les importations du gaz en provenance de la Russie? Oui. Êtes-vous prêt à vous engager à augmenter le nombre de fonctionnaires pour permettre d'accélérer la résiliation des projets d'ENR? C'est la réalisation. La fatigue, c'est normal. Non. Non. C'est fini, c'est une boucle à chaque fois, j'ai failli me faire avoir. On va passer au temps additionnel, donc pas de jingle pour le temps additionnel. Vous posez vos questions en direct à Yann Verling, il vous répond, vous avez 3 minutes comme dans le football. C'est parti, il y a déjà beaucoup de questions. Vous voyez, il ne répond pas par oui et non, c'est dit dans le chat. Hein. Oui, mais personne ne le fera, je vous rassure. Hein. Vous pouvez commencer par Desiog, si vous voulez. Alors, vous parliez de l'importance des chaudières collectives. La France a raté son objectif de développement des réseaux de chaleur. Comment comptez-vous changer la donne ? Changer la donne, on n'a pas tout à fait raté l'objectif de chaudières collectives. Il y en a beaucoup. Il faut peut-être en développer encore davantage. Nous, on a l'objectif d'augmenter le fonds chaleur à 500 millions d'euros. Je crois que la donne est déjà un petit peu sur la table. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'on a totalement raté l'objectif. Cette question-là, par exemple. Envisagez-vous laquelle ? Ouais, c'est voilà. Envisagez-vous d'intégrer le thermostat connecté et programmable qui permet de simplifier les petits gestes du quotidien pour faire baisser sa facture d'énergie et augmenter le pouvoir d'achat des Français dans le dispositif national de rénovation énergétique logement MaPrimeRénov'. Alors moi, je crois beaucoup effectivement à l'intelligence dans les bâtiments et dans les logements et au fait qu'effectivement on puisse faire en sorte que les gens qui se dotent d'outils de contrôle et de gestion de leur consommation puissent notamment avoir des avantages sur leur facture énergétique. C'est une vieille idée, hein, mais je crois qu'il faut vraiment la mettre en œuvre pour faciliter les gestes d'économie d'énergie. D'accord. Dernière question, par exemple. Celle-ci, oui. Avez-vous un plan pour limiter les émissions de CO2 de façon à limiter le réchauffement global à 1,5 degré au moyen terme? Alors, Valérie Pécresse a fait une tribune il y a quelques temps déjà, qui était un peu contre-intuitive, mais à laquelle je crois beaucoup, qui est de demander de faire en sorte d'avoir un vrai plan économique, une planification économique de réindustrialisation du pays pour reproduire en France le plus possible d'objets de consommation courants, pour que précisément les produits qu'on consomme au quotidien, qui sont souvent importés de Chine ou d'Inde ou d'autres pays, soient décarbonés, puisque on sait que les produits qui sont faits loin sont plus carbonés que si on les faisait chez nous. Ne serait-ce d'abord parce qu'on les ferait chez nous, déjà, ils ne voyagent pas, et deuxièmement parce que l'énergie utilisée pour les produire est moins carbonée. On sait qu'en Chine, en Inde, on fabrique tout ce qu'on consomme aujourd'hui avec du charbon, avec des énergies fossiles. Le fait de les refaire ici peut décarboner. Donc c'est pas du tout négligeable comme affaire parce que on parle toujours de nos propres émissions de gaz à effet de serre. On oublie de parler des émissions importées. Nos émissions importées, ça constitue la grande majorité aujourd'hui du bilan énergétique et du bilan gaz à effet de serre de la France. Tu veux... Non, j'allais dire que c'est un débat qui est revenu vachement au centre des discussions avec le Covid, notamment avec la question des masques, etc. Ça nous a rappelé ça, l'importance de trouver une autonomie. Question juste celle-ci. Vous trouverez toujours des gens opposés au projet. Si c'est le sujet, le problème sera similaire pour le nucléaire et similaire pour le photovoltaïque ou la méthanisation. Alors comment fait-on? Mais bien évidemment, cette personne pose la bonne question. Aujourd'hui, les énergies, il faut le dire, il faut avoir un discours de vérité vis-à-vis des Français. Il n'y a aucune énergie qui est parfaite. Aucune énergie n'est parfaite. Ça, faut pas dire qu'il y a ça qui est génial et ça qui est nul. C'est pas vrai. Aucune énergie est parfaite. Donc c'est un mix qu'il va falloir faire développer, construire et rendre acceptable. Voilà, le mot acceptable montre bien qu'il n'est pas forcément accepté. Alors le nucléaire, pour être clair, des sites existent et si demain on doit construire de nouveaux EPR, on les fera sur les sites existants. On va pas créer de nouveaux sites. Merci beaucoup Yann Verling. Le temps est compté et le CSA ne compte pas Internet, mais on essaie de respecter une petite règle de parité. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour la campagne. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. On dirait que tu étais au téléphone. Bonne journée, au revoir. Je raccroche.